José Jiménez était une figure majeure du trafic de drogue à Columbus, Ohio. Lorsqu'il est traduit en justice, il tente de justifier ses actes et s'excuse, affirmant qu'il essayait de changer de vie. Cependant, le juge considère son manque de sincérité et ses tentatives de minimiser sa responsabilité. Jiménez, qui travaillait pour un cartel mexicain, a contribué à importer de grandes quantités d'héroïne aux États-Unis, entraînant de graves conséquences pour la société. Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi 25 kg d'héroïne, d'une valeur d'environ 2,5 millions de dollars. Dans le cas de Jiménez, la peur qu'il inspirait était si grande que les gens évitaient de témoigner contre lui, même depuis d'autres pays. La position de pouvoir qu'il occupait au sein du cartel était un exemple clair de l'influence des cartels mexicains aux États-Unis. Sa condamnation renforce la nécessité d'une coopération internationale pour lutter contre ces organisations qui ne touchent pas un seul pays mais de nombreuses régions. La police le surveille depuis des années, traquant ses liens avec un cartel mexicain qui approvisionnait la ville en héroïne de haute pureté. L'enquête a démontré qu'il était responsable du transport de jusqu'à 100 kilos de drogue par mois, générant des profits exorbitants. Malgré toutes les preuves, Jiménez a conservé l'apparence d'un homme ordinaire, essayant désespérément d'apparaître dans la communauté. Au cours du procès, il a même tenté d'exprimer ses regrets, mais la juge Kimberly Coft n'a pas été émue. Elle savait que, derrière ce visage serein, se cachait un homme qui exploitait sans scrupule la misère des autres. « Vous avez été averti à plusieurs reprises, mais vous avez ignoré tous les avertissements », a déclaré Koff. Jiménez n'a montré aucune émotion en entendant ces déclarations, peut-être déjà résigné à son sort. Devant le tribunal, le procureur souligne la position élevée de Jiménez au sein de l'organisation, expliquant qu'il était tellement craint que des témoins au Mexique ont refusé de coopérer par crainte de représailles. Un témoin raconte comment il a aidé Jiménez à stocker de la drogue chez lui. Pendant qu'elle parle, il garde une expression rigide et imperturbable. À l'issue du procès, le juge condamne Jiménez à 21 ans de prison et ordonne son expulsion après avoir purgé sa peine. Dexter Lee Williams, connu comme un puissant baron de la drogue, fait également face à la justice, reconnu coupable d'avoir dirigé une opération de trafic de drogue entre le Mexique et Atlanta. Williams a été arrêté en possession de 39 kg de cocaïne, d'une valeur d'environ 3,5 millions de dollars américains. Lors de son procès, le juge Bo Adams met en garde Williams contre l'impact de ses actes, soulignant qu'il profite en alimentant la dépendance de milliers de personnes. Williams dirigeait une opération de cocaïne qui s'étendait du Mexique à Atlanta. Connu pour ses qualités athlétiques et sa prestance, Williams a été arrêté avec 39 kilos de cocaïne cachés dans un compartiment secret de la voiture. Au cours du procès, le juge Bo Adams a tenu à souligner le mépris que Williams semblait avoir pour la vie des personnes qui prenaient de ces drogues. Chaque gramme de cocaïne que vous avez apporté était un morceau d'âme de quelqu'un que vous avez volé, s'est indigné le juge. Cependant, Williams semblait immunisé contre les propos du juge, conservant une expression dédaigneuse qui a irrité l'accusation et les personnes présentes. Sa défenseur, Wanda Jackson, a tenté de faire valoir que le système était déjà trop punitif, mais le juge Adams a été catégorique. En fin de compte, Williams a été reconnu coupable et a reçu sa peine, sans même cligner des yeux. La défense de Williams, représentée par l'avocate Wanda Jackson, tente de faire valoir que la peine est injuste, mais le juge souligne que Williams est coupable et mérite la peine. Williams reçoit une peine totale de 40 ans, sans possibilité de libération conditionnelle, et maintient pourtant une position indifférente et impitoyable, tandis que son avocat repart visiblement frustré. Williams, malgré une longue peine, est resté imperturbable, démontrant à quel point sa vie a été façonnée par l'argent et le pouvoir.
Le juge Adams a souligné que Williams non seulement profitait des autres, mais perpétuait également le cycle de la toxicomanie et de l'addiction, sans aucun égard pour les vies qu'il affectait. Le système juridique, dans ce cas, agit pour montrer que ceux qui profitent du vice d'autrui subiront également de graves conséquences. Si vous aimez ce que vous regardez jusqu'à présent, n'oubliez pas de laisser un like. Votre soutien est très important pour nous et nous motive à continuer à produire du contenu de qualité. Et si vous partagiez cette vidéo avec vos amis et votre famille, de cette façon, vous contribuez à diffuser. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, profitez-en pour vous abonner et activez les notifications. De cette façon, vous restez au courant de toute l'actualité et ne manquez aucun contenu. Et n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, nous voulons vraiment connaître votre avis. Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez avec nous ce que vous pensez de ces affaires judiciaires. Wallace Major, un homme de 71 ans, était responsable du transport de grandes quantités de médicaments sur ordonnance dans le nord du Michigan. Il a obtenu des milliers de comprimés de morphine et d'autres médicaments auprès d'un médecin et les a vendus illégalement, gagnant plus de 220 000 $. Malgré ses bénéfices, Major vivait dans des conditions modestes, vivant dans une camionnette dans le garage de la maison de sa fille. Wallace Major, un trafiquant de médicaments sur ordonnance, a vécu une histoire différente, quoique tout aussi tragique. Il vivait dans des conditions modestes, voire misérables, même s'il tirait profit de la vente de morphine et d'autres opioïdes. Major semblait croire qu'en vendant des solutions produites légalement, il y avait une certaine forme d'irréprochabilité. Pour sa défense, il a affirmé n'avoir répondu qu'à une demande. Mais le juge, après avoir entendu les témoignages émouvants des victimes et de leurs familles, a vu Major différemment. Pour le juge, c'était quelqu'un qui exploitait des personnes vulnérables, profitant de leur douleur et de leur dépendance. Lors du prononcé de la peine, le juge a été ferme. Vous avez détruit des vies et vous êtes nourri de la souffrance des autres. Major a tenté de s'y opposer, accusant le tribunal d'être injuste, mais son attitude n'a fait que renforcer la décision du juge d'imposer une longue peine. Lors du procès, Major clame son innocence, accusant la justice d'être partiale. Il prétend avoir été piégé et prétend que le juge est injuste. Les autorités affirment toutefois que Major était le principal trafiquant de drogue de la région et demandent une peine sévère pour décourager d'autres trafiquants de drogue potentiels. Finalement, il est reconnu coupable d'avoir dirigé une opération criminelle. Major a fait de son mieux pour affirmer son innocence et blâmer le système. Cependant, le tribunal n'a pas accepté ces justifications, compte tenu de l'impact dévastateur des médicaments qu'il vendait aux toxicomanes. La condamnation de Major renforce le fait que le trafic de drogue et de médicaments illégaux est traité avec sérieux, quel que soit l'âge ou l'état de santé de l'accusé. Les trois cas mettent en évidence les graves conséquences que subissent ceux qui choisissent la voie du trafic de drogue. Les tribunaux indiquent clairement que le système judiciaire cherche à tenir pour responsables non seulement ceux qui profitent de la dépendance et de la souffrance d'autrui, mais vise également à faire passer le message selon lequel le crime ne paie pas. Les juges, dans chaque cas, soulignent l'impact négatif des actions de ces trafiquants sur les personnes et les communautés, soulignant que leur motivation pour le pouvoir et le profit ne justifie pas les dommages causés. Chaque accusé tente, d'une manière ou d'une autre, de justifier ses actes ou de minimiser sa responsabilité, mais les juges et les procureurs soulignent que les preuves sont plus éloquentes. Ces hommes, qui occupaient des postes de direction dans leurs opérations, ont fait preuve d'une froideur et d'une indifférence choquantes, tant dans leurs actions que lors des procès, témoignant d'un manque d'empathie pour les souffrances causées.
Les 3 procès reflètent la complexité du trafic de drogue et la difficulté de lutter contre ces réseaux. Les condamnations visent à empêcher d'autres de suivre le même chemin et démontrent que le système judiciaire n'ignore pas les influences négatives de ces opérations sur les communautés. Les forces de l'ordre soulignent que même si le trafic peut sembler avantageux à certains, il entraîne de lourdes conséquences pour les personnes impliquées. Ces cas révèlent également comment le trafic de drogue prend différentes formes et affecte les gens de différentes manières. Des opérations de haut niveau, avec des cartels étrangers au trafic de drogue transfrontalier, tous ces cas ont en commun le désir de profit à tout prix. Les autorités, en poursuivant ces affaires, cherchent à envoyer un message clair selon lequel le système judiciaire est alerte et prêt à agir. La justice ne se concentre pas seulement sur la punition, mais aussi sur la démonstration que chaque action a une conséquence. Les accusés, malgré leur tentative de manipulation du récit, ont été confrontés à la réalité des faits, des preuves et des témoignages. Ces affaires rappellent que même si le crime peut paraître tentant, il mène invariablement à une fin difficile et isolée. Les opérations de trafic démantelées constituaient une menace importante pour la santé et le bien-être des communautés. Pour beaucoup, la vie a été gravement affectée par la dépendance et la violence générées par le trafic de drogue. Ainsi, les tribunaux agissent non seulement pour punir, mais aussi pour protéger la société, en retirant ses dirigeants de la rue et en essayant de restaurer la sécurité et la confiance. La lutte contre le trafic de drogue est complexe et nécessite des efforts continus de la part de tous les secteurs de la société. Ces cas renforcent l'importance d'une action ferme et d'une collaboration internationale. Les peines imposées montrent que les autorités sont déterminées à réduire la présence de drogue et à protéger les communautés des dommages causés par la toxicomanie et le trafic. En racontant ces histoires, le tribunal espère que d'autres comprendront l'impact destructeur du trafic. Le message est clair, quelle que soit la taille de l'opération ou la position des personnes impliquées, tous ceux qui contribuent à cette pratique subiront les conséquences de la loi. La perte d'une génération à cause de la dépendance est l'une des tragédies sociales engendrées par le trafic. En outre, les familles des accusés subissent elles-mêmes les conséquences des choix des accusés. Les tribunaux, lorsqu'ils prononcent ces condamnations, se souviennent que non seulement les personnes impliquées dans le trafic, mais aussi leurs familles, finissent par payer un prix élevé. L'un des cas les plus tragiques est celui d'Aaron Andrade, un jeune trafiquant de drogue accusé de meurtre pour la mort de Kristen Coutu, une femme qui venait de quitter un centre de désintoxication. Kristen était il y a 2 jours l'extérieur du centre lorsqu'il a contacté Andrade, croyant qu'il achetait de l'héroïne commune. À son insu, la drogue était mélangée à du fentanyl, une substance extrêmement mortelle. Au tribunal, la mère de Kristen a rappelé l'horreur d'apprendre la nouvelle de l'overdose de sa fille, un moment qui a profondément affecté toutes les personnes présentes. Andrade, contrairement aux autres accusés, a montré un rare signe de remords. Il a admis sa culpabilité et semblait véritablement conscient de la souffrance qu'il avait causée à la famille de Kristen. « Je sais que j'ai blessé beaucoup de gens », a-t-il déclaré, la voix brisée. Cependant, ses propos n'ont pas suffi à réduire sa peine et le juge l'a condamné à 40 ans de prison, dont 20 obligatoires. Andrade a accepté la sentence sans protester, semblant pour le moins résigné aux conséquences de ses crimes. Charles Crozy était à l'opposé d'Andrade. Décrit comme froid et insensible, Crozy était un trafiquant de drogue avec une opération à New Richmond qui mélangeait de l'héroïne et du fentanyl, entraînant une vague de surdoses et de décès. En outre, il a forcé les toxicomanes à vendre leur drogue, en utilisant la violence pour s'assurer qu'ils s'y conformaient. Connu comme le trafiquant de drogue sans âme par les policiers qui ont enquêté sur son cas, Crozy était impitoyable.
Il a non seulement distribué des drogues contenant du fentanyl, mais a également eu recours à la violence contre les toxicomanes eux-mêmes, les forçant à vendre leurs drogues sous la menace de passages à tabac. Au cours du procès, le chef de la police a témoigné du cycle de peur et d'abus créé par Crozy, transformant les toxicomanes en esclaves pour son opération. Les violations des yeux au beurre noir et des visages défigurés ont apporté une vision sombre de la réalité à laquelle de nombreux toxicomanes étaient confrontés sous le contrôle de Crozy. Devant le tribunal, le chef de la police a témoigné révélant le niveau de cruauté de Crozy. Il frappait ceux qui ne coopéraient pas, laissant souvent les toxicomanes défigurés, a déclaré le chef de la police, provoquant des murmures d'étonnement dans la salle. Mais Crozy était indifférent. Il roulait simplement des yeux en écoutant les reportages, sans aucun signe de regret. Le juge Herman, en condamnant Crozy à 20 ans, a souligné qu'il était un prédateur qui exploitait chaque parcelle d'espoir parmi les toxicomanes. Crozy a cependant fait preuve du même dédain en entendant sa sentence, quittant la salle d'audience sans le moindre remords. Les frères Rashad et Marquez Johnson de Jacksonville ont également été traduits en justice, accusés de trafic de drogue et de direction de gang. Les deux hommes avaient un lourd casier judiciaire et ont été arrêtés lors d'une opération dans une maison piège à la périphérie de la ville. Au cours du procès, les membres de la famille des Johnson ont plaidé pour la clémence, soulignant qu'ils avaient tous deux des enfants à élever. Le père de Rashad a parlé de ses échecs en tant que père et a demandé une seconde chance pour ses enfants. C'est un père de famille et il n'a commis que quelques erreurs, a déclaré le père avec émotion. Rashad et Marquez, dans leur déclaration, demandent des précisions sur leurs actions. Rashad, en particulier, a souligné qu'il n'était pas un monstre et qu'il n'y avait que de mauvais choix. « Je suis juste un homme qui a commis des erreurs », a-t-il déclaré au juge Anthony Salem, demandant grâce. Marquez, pour sa part, a nié tout lien avec les activités des gangs, affirmant qu'il voulait simplement s'excuser auprès de sa famille pour les avoir laissés tomber. Cependant, l'accusation a souligné que tous deux avaient eu plusieurs occasions de changer de vie, mais qu'ils avaient choisi de poursuivre leurs crimes. Ils n'ont pas appris de leurs erreurs, a déclaré le procureur, rappelant au tribunal les précédentes arrestations des frères. Avec toutes les preuves contre eux, le juge Salem a opté pour une lourde peine, les condamnant à 30 ans de prison. La décision a suscité des protestations bruyantes dans la tribune, où les membres de la famille des frères ont tenté de comprendre la durée du processus. Ces affaires reflètent les efforts continus du système judiciaire pour lutter contre le trafic de drogue et ses conséquences dévastatrices. Au-delà de simplement punir le crime, les juges cherchent à tenir les trafiquants responsables de l'impact réel de leurs actes sur la vie des victimes et de communautés entières. Chaque phrase est porteuse d'un message clair. Le trafic de drogue, qu'il soit mené par de grandes opérations internationales ou par de petits réseaux locaux, ne sera plus toléré sans être sévèrement puni. Les frères Johnson illustrent à quel point la traite est étroitement liée aux liens familiaux et affectifs. Rashad et Marquez, membres d'un gang de Jacksonville, dirigeaient une maison piège où ils stockaient et distribuaient de la drogue. Au cours du procès, leurs familles étaient émues lorsqu'elles ont témoigné, demandant la clémence de la part des enfants des deux hommes. Le père de Rashad, en larmes, a déclaré qu'il se sentait toujours responsable du chemin choisi par son fils, implorant le juge de faire preuve de compassion. Les frères Johnson avaient l'intention de paraître pleins de remords, niant toute implication dans des activités de gang et se décrivant comme des hommes ayant commis des actes criminels. Erreur. Cependant, le procureur a révélé leur histoire, soulignant comment ils ont aidé à la circulation même après des opportunités de changement.
Le juge Salem, confronté à un tableau aussi clair, a été condamné à 30 ans de prison. La décision a provoqué les larmes des membres supérieurs de la famille, qui ont quitté la salle avec des visages pleins de tristesse et de frustration, tandis que les frères, en silence, acceptaient leur sentence. Robert Lloyd Schellenberg, un Canadien de 36 ans, a plongé dans le monde souterrain du trafic de drogue lorsqu'il a décidé de tout risquer dans une opération dangereuse. Selon les autorités chinoises, il était un acteur important d'un réseau de trafic de drogue qui prévoyait de faire passer clandestinement 222 kg de méthamphétamine, une drogue très addictive et rentable, depuis Dalian, dans la province du Liaoning, vers l'Australie. Un montant impressionnant indique une opération soigneusement planifiée, avec de nombreuses connexions. Mais, avant que vous puissiez exécuter votre plan, une erreur a tout changé. Au milieu de cette opération, un traducteur engagé par Schellenberg pour l'aider en Chine a pris conscience de la gravité de la situation et a alerté la police locale. Lorsque Schellenberg découvrit la trahison, il tenta désespérément de s'échapper. Dans une tentative audacieuse, il a pris un avion pour la Thaïlande, mais sa chance s'est arrêtée lorsque le vol s'est arrêté dans la province du Guangdong. Là, des agents chinois l'ont capturé et ont trouvé des preuves comprenant des messages, des contacts et des documents indiquant clairement son implication dans un réseau de trafic international. Lors du premier procès, Schellenberg a soutenu la version selon laquelle il était un touriste trompé par un trafiquant de drogue. Mais les preuves étaient plus fortes, et il a été condamné à mort. Pour autant, il n'a pas été vaincu. Faisant appel, il a obtenu un nouveau procès. Cependant, la situation diplomatique entre le Canada et la Chine a changé. La détention de Meng Wanzhou, l'un des dirigeants les plus influents de Huawei au Canada pour fraude bancaire, a créé un climat de tension entre les deux nations. Lors du deuxième procès, qui a attiré l'attention des médias et des milieux politiques sur l'affaire, Schellenberg a vu sa peine légèrement modifiée en faveur de la peine de mort, une décision qui ressemblait davantage à un message politique qu'à une décision juridique. Le drame de Schellenberg a trouvé un écho dans le monde entier, mais il n'est pas le seul étranger à souffrir des lois sur les drogues en Asie. Félix Dorin, citoyen français, l'a découvert avec beaucoup de douleur. À 35 ans, Dorin a été arrêté à l'aéroport de Lombok, en Indonésie, avec une valise pleine d'ecstasy et d'amphétamine, environ 3 kilos au total. Selon les procureurs, il aurait tenté de vendre la drogue à un réseau de distribution locale. En Indonésie, la simple possession d'une quantité bien moindre de drogue est déjà sévèrement punie. Pour Dorin, qui en transportait suffisamment pour approvisionner un marché, c'était plus que suffisant pour qu'il soit condamné à mort. Lors du procès, les procureurs ont initialement requis une peine de 20 ans de prison et une amende de 700 000 $, une peine sévère mais qui, dans une situation normale, pourrait constituer le meilleur scénario possible. Cependant, lors de l'évaluation du cas, le juge-président a pris conscience de la gravité de la situation et a prononcé la peine de mort. Dorin, qui jusque-là avait maintenu une posture calme, s'est effondré en entendant le verdict. Sa tentative d'appel a rencontré une certaine pitié. La peine a été réduite à 19 ans, mais le poids du système judiciaire indonésien a clairement montré qu'il n'y avait pas de place. Ces cas mettent en lumière le fait que les lois strictes sur les drogues ne sont pas propres à l'Asie. Aux États-Unis, Jeff Mzansi, originaire de l'État du Missouri, a vu sa vie changer radicalement lorsqu'il a été surpris en train d'essayer de vendre 3 kilos de marijuana. Bien que la consommation de marijuana soit déjà légale dans des États comme la Californie, le Missouri continue d'avoir une position conservatrice à l'égard des drogues. De plus, Mzansi avait déjà 2 infractions liées à la drogue dans son casier judiciaire, en vertu de la loi du Missouri sur la récidive. Les récidivistes peuvent recevoir des peines extrêmes et Jeff a fini par être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Cette décision a choqué tout autant sa famille, qui a immédiatement lancé une campagne pour réviser la peine. Au fil des années, Jeff et sa famille se sont battus sans relâche, collectant près de 400 000 signatures sur une pétition publique et appelant le gouverneur à considérer l'injustice d'une peine aussi sévère. Jeff a passé plus de 20 ans en prison avant que le gouverneur ne réexamine finalement l'affaire et ne commue sa peine, lui permettant ainsi de plaider pour sa liberté. Le jour de sa libération, Jeff a déclaré que ce qu'il souhaitait le plus était de voir ses petits-enfants, un sentiment qui mettait en évidence l'impact profond et humain de décennies perdues à cause d'une peine que beaucoup considèrent disproportionnée. Un autre cas emblématique est celui de Zier Duffy de l'Ohio, dont la trajectoire a conduit à plusieurs reprises à des démêlés avec la justice. Duffy, 25 ans, a accumulé un historique de crimes liés à la drogue et a déjà été confronté au juge Raymond Years d'innombrables fois. Après une série d'infractions mineures et de tentatives infructueuses de réhabilitation, Duffy a été de nouveau arrêté, cette fois après avoir mené une poursuite policière à grande vitesse. Lors de leur capture, les agents ont trouvé une quantité importante d'héroïne, ainsi qu'une arme à feu illégale, un pistolet Ruger SR-40. Pour le procureur, cet incident démontrait le mépris total de Duffy envers la loi. Au tribunal, Duffy a tenté de convaincre le juge qu'il essayait de s'améliorer et que les crimes étaient des erreurs. Cependant, ses larmes et ses supplications n'ont pas convaincu le juge qui a prononcé une lourde peine, soulignant que le dossier de Duffy démontrait une menace constante pour la société. Alors même que la sentence était lue, Duffy a décidé d'accepter la décision et a tourné le dos au juge, un acte de désespoir qui n'a fait que renforcer la gravité de ses crimes. Ces histoires, chacune marquée par des choix et des contextes différents, illustrent les conséquences implacables de l'implication dans le trafic de drogue dans différentes parties du monde. Que ce soit dans des pays dotés de lois sur le franchissement de frontières, comme la Chine et l'Indonésie, ou dans des États américains dotés de politiques sévères à l'égard des récidivistes, ces cas montrent à quel point la justice fonctionne souvent selon des lignes fines, où les décisions et les politiques peuvent transformer la vie d'une personne en un problème diplomatique et politique, ou criminel. Le parcours de Robert Lloyd Schellenberg, Félix Dorin et Jeff Mzansi révèle non seulement la dureté des lois contre le trafic de drogue, mais aussi les réalités sombres et complexes qui entourent le monde de la drogue et les conséquences pour ceux qui en font partie. Ces individus, d'origine et de pays différents. Schellenberg, après ses annonces de peine de mort, est devenu un symbole de la froideur de la justice chinoise. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui a tenté de faire passer de la drogue, mais aussi celle d'un jeu de pouvoir entre les nations. Les autorités canadiennes, après avoir constaté la lourde condamnation de Schellenberg, ont réalisé que son cas pouvait être utilisé comme outil de pression dans un cadre diplomatique plus large. Les négociations entre le Canada et la Chine se sont intensifiées avec l'arrestation de Meng Wanzhou, et Schellenberg est devenu une sorte de monnaie d'échange dans les négociations entre les deux pays. Cette réalité complexe a fait que sa vie, déjà marquée par le crime. Pendant ce temps, Félix Dorin, qui rêvait d'explorer les beautés de l'Indonésie, voit son voyage tourner au cauchemar. Lorsqu'il a été arrêté en train de se droguer, non seulement sa liberté a été en jeu, mais aussi l'avenir de sa famille et de ses amis. L'arrestation dans un pays étranger, dont les lois traitent la traite plus sévèrement, est devenue une expérience traumatisante. Le sentiment d'impuissance et la pression de la société indonésienne sur les trafiquants de drogue ont fait de Dorin une figure presque caricaturale du touriste sans méfiance qui se perd dans le dédale des lois internationales. Sa réalité est devenue le reflet du combat de nombreux autres, qui, comme lui, sous-estimaient les risques liés à la circulation. Ces cas
symbolisent une tentative du système judiciaire, non seulement de punir, mais aussi d'envoyer un message dur. Chaque condamnation prononcée n'était pas seulement une réponse au crime, mais une affirmation que le trafic de drogue a des conséquences réelles et profondes pour les victimes, leurs familles et la société dans son ensemble. Les juges, après avoir entendu les détails sinistres et inhumains de chaque affaire, n'ont pas hésité à imposer des sanctions sévères, espérant que ces peines rappelleraient la responsabilité et l'impact tragique que ces actes impératifs imposent à quiconque tente d'enfreindre la loi. Le cycle de destruction imposé par ces trafiquants a ainsi été interrompu, au moins temporairement. Chaque arrestation, chaque procès, chaque condamnation prononcée représente une bataille gagnée dans une guerre sans fin contre le trafic de drogue. Plus qu'un acte de justice, ces condamnations font écho comme un avertissement. Le prix du trafic est élevé, tôt ou tard,